Bonjour ou bonsoir à tous, selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans l'Autre Football, le podcast du site Lucarne Opposé, l'émission radiophonique des Globetrotters du foot. Comme d'habitude, je vous rappelle, chères auditrices et chers auditeurs, que l'Autre Football, nos podcasts et puis bien sûr tout le contenu de Lucarne Opposé est disponible sur Internet. Vous pouvez interagir avec nous sur Twitter via nos comptes ou le compte de Lucarne Opposé. Et bien sûr, les podcasts sont disponibles sur iTunes, YouTube, Mixcloud et Mixcloud, qui est l'accent français Mixcloud, et depuis quelques temps sur une nouvelle plateforme qui s'appelle TuneIn. C'est la dernière sur laquelle on est arrivé. Donc voilà, comme je vous le dis, vous êtes bien sûr invités, plus qu'invités, à nous suivre sur tous les comptes, comme je vous l'ai dit, tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et à nous interpeller. On sera ravis de répondre à vos questions, et puis pourquoi pas vos suggestions. On est là pour progresser tous ensemble, ma foi. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager tous les articles de Lucarne Opposé ainsi que les podcasts. Alors c'est parti donc pour le numéro 14 de l'Autre Football qui va nous emmener du côté du pays du couchant lointain, dans les rues de Casablanca exactement, pour fêter la seconde Ligue des Champions des Diables Rouges du Wydad. D'ailleurs, au passage, pour votre gouverne, pays du couchant lointain, c'est la traduction littérale de Maroc en arabe. C'est classe, non ? Moi, je trouve. En tout cas, c'est pas moins classe que pays que c'est là que les Francs ils habitent. Enfin bon, voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. L'arabe est quand même toujours une langue très poétique à mon goût. Bref, en effet, pour revenir à nos moutons, la Ligue des Champions d'Afrique a livré son verdict le week-end dernier. Et ce sont donc les Marocains du Wydad Casablanca qui ont été sacrés, remportant le match retour à la maison 1-0, après avoir tenu un bon nul, un partout à l'aller face aux Égyptiens du Caire de Al-Ahly. Alors, si c'est Casa que l'on célébrera aujourd'hui, c'est pourtant de Cotonou au Bénin que nous parlera Pierre-Marie Gosselin, notre spécialiste du football africain, avec qui nous allons débriefer cette édition 2017 de la plus grande des compétitions de clubs d'Afrique. Comment vas-tu, TM ? Bonsoir Simon, écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour la petite leçon d'arabe, parce que je ne savais pas du tout l'étymologie du terme Maroc. Donc merci beaucoup. Je dormirai beaucoup moins ce soir. Ma foi, loin de moi de pratiquer la langue des grands mathématiciens du Moyen-Âge, mais merci Internet. Je l'ai trouvé sur Internet, donc je vais pas jouer Joe la science non plus. Voilà, c'est juste en faisant quelques recherches pour le podcast que j'ai trouvé ça, et j'ai trouvé ça tout à fait joli. Eh bien, ma foi, commençons. On va parler de cette compétition, de cette Ligue des Champions, et notamment de cette finale. Alors avant de parler des équipes un peu en détail, parler des deux acteurs de cette finale, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu le scénario de ces deux matchs de finale aller et retour ? Oui, alors effectivement, il faut déjà préciser, donc comme tu l'as très bien dit, la finale de la Ligue des Champions africaine se joue encore sur le format match aller-retour. Donc chacun a droit de jouer devant son public au moins une fois pour essayer de défendre ses chances dans cette finale. Donc ça a commencé il y a de cela 10 jours pour le match aller qui s'est passé du côté de Alexandrie. Toujours pour les mêmes problèmes, on les a abordés déjà plusieurs fois dans les podcasts, mais la situation sécuritaire et puis surtout la situation autour des supporters en Égypte n'est pas encore totalement clarifiée, même s'il y a eu beaucoup de mieux avec notamment la qualification pour la Coupe du Monde ou encore cette finale qui s'est jouée dans de très bonnes conditions. Mais ça se passe à Alexandrie, du côté du stade de Borj Al-Arab, qui fait que malgré tout, on peut pas dire que le Al-Ahly a joué à domicile, parce que sinon ils auraient joué dans leur stade national du Caire. Voilà, ce qui n'est pas encore le cas. On espère que la situation sera réglée très prochainement. Mais vu comment ça s'est passé dans les tribunes du côté d'Alexandrie, il n'y a pas de raison que ça continue pas d'aller dans le bon sens. Alors pour revenir un petit peu sur les matchs, donc le Al-Ahly, de par son palmarès, de par son histoire, de par son statut, était quand même légèrement favori dans cette compétition. Comme tu l'as très bien dit dans l'introduction, c'est deux équipes qui s'étaient déjà affrontées dans la phase de poule. Chacune y était allée de sa victoire 2-0 à domicile. Donc on pouvait dire que la finale était très ouverte, mais malgré tout cela, quand même, Al-Ahly, de par son passé, avait quand même le statut de favori. Statut de favori, pas forcément facile à assumer, surtout quand c'est une finale. Et surtout quand vous jouez votre premier match à domicile, donc vous savez que le retour se passera à l'extérieur.
Mais malgré cela, voilà, le Al Ahly a quand même essayé de respecter son statut et on peut pas lui enlever ça. Que ce soit lors du match aller et du match retour, ils ont particulièrement joué. Ceux qui ont essayé de développer du jeu, ceux qui ont essayé d'ouvrir les matchs, pardon, en attaquant. On peut pas leur enlever ça, voilà. Ça a été un peu difficile, mais on peut pas leur enlever ça. Donc si on veut revenir un peu sur les scénarios du match, le match aller, donc qui s'est soldé par un match nul, un but partout, avait commencé sur les chapeaux de roue avec une ouverture du score du Al Ahly de Mohamed Zakaria, qui est un super joueur. C'est un joueur que je connaissais pas forcément. J'avais déjà entendu son nom comme ça quand même. Ça me parle un petit peu, mais j'avais rarement eu l'occasion de le voir jouer. Et un super joueur, un pied gauche de velours, un joueur ultra créatif, donc qui avait très bien lancé son équipe pour la finale. Voilà, en ouvrant le score dès le début du match, en asphyxiant complètement les Marocains qui avaient du mal. On se disait là, alors que la finale risquait de tourner en faveur du Al Ahly, au moins cette finale allait, et ben que nenni, puisque les Marocains ont réussi à revenir très très rapidement dans le match grâce à un joueur, Mohamed Ounagem, un jeune Marocain qui est de 25 ans seulement, qui a mis la misère un peu à cette défense du Al Ahly pendant ces 20 minutes qu'il a passé sur le terrain. Et sur un de ses centres, il a réussi à trouver un de ses coéquipiers pour l'égalisation. Ben Sharki. Ben Sharki, voilà, merci beaucoup. J'étais en train de chercher. Donc Ben Sharki qui avait égalisé. Et donc ça avait complètement relancé le match. Et puis dans la foulée, Ounagem s'est blessé. C'était à ce moment-là véritablement le seul joueur qui essayait d'apporter un petit peu de créativité et un peu d'allant offensif. Donc en sortant, ça a un petit peu renversé la physionomie du match. Les Marocains se sont complètement recroquevillés dans leur camp et puis se sont contentés de préserver pour le coup très bon match nul, parce que un partout à l'extérieur c'est un très bon résultat. On sait que marquer un but à l'extérieur c'est important. À un partout, ils ont décidé de fermer le jeu, de mettre la clé sous la porte et d'essayer de préserver le but. Et c'est ce qui s'est passé, voilà, à merveille. Donc les Égyptiens ont pas su trouver de solution face à un bloc très regroupé. L'entraîneur a quand même bien essayé de faire entrer ses jokers, notamment Emad Motaeb, un ancien du Al Ahly qui a déjà remporté plusieurs Ligues des Champions, qui a déjà gagné la CAN avec l'Égypte. Voilà, qui était censé essayer d'amener cette petite touche d'expérience pour essayer de faire la différence en fin de match. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il a essayé aussi avec Soliman, qui est un excellent joueur aussi, qui a cette expérience-là que n'avaient pas forcément les autres. Mais ça n'a pas, voilà, ça n'a pas fonctionné non plus pour lui. Résultat, cette équipe du Al Ahly a fini chez elle avec un but partout qui était un petit peu décevant. Le public a été exceptionnel, ça a chanté du début à la fin, c'était dans une ambiance magnifique. Mais voilà, le score de 1 but partout était un très mauvais résultat pour les Égyptiens. Voilà, surtout que dans la foulée, dans la semaine, on a appris la blessure de leur arrière droit tunisien, Ali Maloul, qui est clairement leur danger numéro 1, qui est un magnifique joueur. Je pense qu'il risque de pas faire long feu du côté de l'Égypte. Il y a de fortes chances que les clubs européens commencent à s'intéresser à lui, malgré qu'il ait déjà 27 ans. Voilà, c'est un poison et c'est un joueur qui a vraiment mis en difficulté cette équipe du Wydad. Et c'est clair que son absence pour le match retour a été un facteur déterminant, même carrément. Je pense que en arrivant, le coach savait que ça allait être compliqué sans lui et probablement qu'il allait hypothéquer les chances de victoire des Égyptiens en se blessant. Et ben justement, du coup, alors ce match, ce match retour, comment il s'est passé? Voilà, alors si sur le match aller, j'ai beaucoup parlé du Al Ahly. Sur le match retour, par contre, il avantage la lumière sur les Marocains du Wydad. Voilà, ça fait 25 ans qu'ils n'avaient pas gagné. Ils étaient en finale il y a 2 ans, une finale qu'ils ont perdue. Du coup, c'était un match très attendu par le public. Ils étaient à domicile pour le match retour. Toutes les cartes étaient dans leurs mains pour qu'ils puissent faire un bon résultat. À 4 heures du coup d'envoi, le stade était déjà plein. 2 heures avant, les tifos, les fumigènes commençaient déjà à être craqués, les chants étaient déjà sans fin. Et les joueurs n'étaient même pas encore entrés sur la pelouse pour s'échauffer. Donc c'était pour dire un peu l'attente et l'enthousiasme qu'il y avait autour de ce match-là.
Des matchs toujours à grande tension et avec de très grosses ambiances. Je recommande bien sûr à nos auditeurs, s'ils n'ont pas vu d'image du match, en effet, puisque ceci est un podcast, il n'y a pas d'image. Si vous n'avez pas vu, chères auditrices, chers auditeurs, les images de ce match retour, en tout cas, même vous pouvez regarder le match aller de cette finale. En effet, ça vaut le coup parce que voilà, niveau ambiance, on est habitué à voir dans les médias français des images parfois venant d'Amérique du Sud en ce qui concerne la ferveur dans les stades, mais voilà, cette finale, que ce soit en Égypte ou au Maroc, est un exemple que l'Afrique a son mot à dire là-dessus, notamment l'Afrique du Nord. Ouais, surtout l'Afrique du Nord, exactement. Et d'ailleurs, pour vous trouver des images, on invite les auditeurs à se rendre sur le compte rendu de ces finales qui est disponible sur le site. Donc Lucarno Posé, vous allez dans la rubrique Afrique et vous allez pouvoir retrouver les comptes rendus de ces deux finales qui sont parsemés de vidéos qui permettent d'humer un petit peu l'ambiance qu'il y a eu. Donc juste avant de revenir sur le coup d'envoi, quand même, la semaine qui s'est passée entre les deux finales, il faut savoir que la ferveur était déjà au top. La CAF a essayé de mettre en place une vente de billets électroniques, c'est-à-dire que les gens devaient aller sur Internet pour acheter leur sésame pour la finale retour du côté de Casablanca. Ça a été un fiasco complet. Enfin, ça a été très difficile. Les files d'attente, finalement, les gens se sont plutôt rassemblés vers les guichets. Le site Internet n'a pas trop fonctionné, donc ça a été la vente traditionnelle. Et là, c'était la guerre pour essayer d'avoir son précieux sésame. Des gens, des images traditionnelles. On passe la nuit dehors. On essayait d'être là les premiers au matin et puis on était en train de guetter les moindres rumeurs de remise en vente de nouveaux lots de place. Enfin voilà, ça a été la guerre et les 57 000 places qui ont été mises en vente pour cette finale ont toutes trouvé preneur. Donc ça, voilà, pour dire un peu la faveur qui était autour de cette finale-là. Et du côté des Égyptiens, alors là, c'était le dernier entraînement avant le départ. Ça a carrément été l'envahissement du terrain, les tribunes pleines. Il y a des images aériennes qui sont sorties un petit peu, qui ont circulé sur les réseaux où on voyait justement le stade vu du ciel avec des vues de drone. Et franchement, c'est impressionnant. À aucun moment on peut imaginer que c'est une ferveur d'encouragement pour avant le départ. On s'attendrait davantage que ce soit des manifestations, des protestations, mais non, c'était vraiment pour essayer de transmettre un maximum d'énergie à ces joueurs avant de partir. Tout ça pour vous dire que l'attente, aussi bien en Égypte que au Maroc, était énorme autour de cette finale retour, malgré le 1 but partout du côté d'Alexandrie. Les Égyptiens croyaient toujours fermement à leur chance et les supporters, en tout cas du moins, y croyaient fermement et donc voilà, pour vous dire à quel point l'énergie était puissante autour de ces deux équipes. Donc maintenant, on va se rapprocher du terrain, du coup d'envoi pour pour parler un peu de cette finale retour. Ça n'a pas été un match très spectaculaire, on va pas se mentir. Même scénario que sur le match aller, c'est les Égyptiens qui ont pris les choses en main. En même temps, ils étaient obligés puisque à 0-0, c'est les Marocains qui sont champions, donc ils étaient dans tous les cas dans l'obligation de marquer au moins un but. Donc ça explique aussi ce scénario et puis on peut dire cette retenue qui a été affichée par les Marocains qui se sont à aucun moment trop jetés à l'abordage et à vouloir à tout prix marquer. Donc le scénario du match, ça a été simple, ça a été les Égyptiens qui ont tout tenté pendant pratiquement 30 minutes. Les Marocains ne sont carrément pas sortis du camp. C'était vraiment on tente une contre-attaque en passant toutes les 10 minutes, mais sinon on se concentre sur son positionnement et sa défense. Et on peut pas leur donner tort puisque ça a fonctionné. Ils ont rendu les Égyptiens complètement muets. On a bien eu une occasion, une demi-occasion avec toujours ce fameux Mohamed Zakaria, un mot qui m'a vraiment beaucoup plu pendant ces deux finales. Mais à côté de ça, vraiment rien à se mettre sous la dent. Junior Ajayi, le joueur nigérian qui a participé aux Jeux Olympiques, aux derniers Jeux Olympiques de Rio avec la sélection nigériane, sur qui on misait beaucoup pour pouvoir faire la différence, a été carrément réduit au silence. Il n'a pas du tout réussi à s'exprimer, à participer au jeu. Il était un peu à la création milieu terrain, donc il n'était pas là à la conclusion. On a aussi le jeune avant-centre Walid Azaro, avant-centre marocain de cette équipe égyptienne qui a eu aussi son occasion, mais peut-être que pour lui aussi la pression était un peu forte. Jouer, même si c'est pas un Kazaoui, puisqu'il était du côté de El Jadida au Maroc, ça doit quand même pas être facile de jouer
et de savoir qu'on va priver de titres ses compatriotes. Donc voilà. Sinon, à part ça, côté égyptien, ça a été très compliqué. Et puis côté marocain, on a eu donc ces éclairs de génie, malgré l'absence de Ounajen, qui pour moi aurait été était carrément le risque de ne pas avoir de jeu du tout, de pas avoir d'échapper un peu sur les ailes côté Wydadi. Et puis on a eu droit à un magnifique joueur qui a illuminé carrément cette finale de son talent. C'est le jeune Achraf Ben Cherki qui a été très bon. Qui a été bien supplé à l'aller, oui, mais qui était dans un rôle beaucoup plus, beaucoup plus d'avant-centre. Alors que là, il a trouvé une place un petit peu plus sur le côté. Il était un petit peu plus libre de participer à la création, aux éliminations des actions, et ça a été véritablement. D'ailleurs, lui qui amène le but vainqueur en partant, en trouvant le ballon sur le côté, en s'échappant sur le côté droit, il me semble, et en centrant pour El Kharti. Ouais, c'est exactement ça. Donc une action, comme je vous ai dit, le Wydad n'attaquait pas. C'était une action comme ça en passant, où on s'est dit tiens, on va se projeter à 3 ou 4 vers l'avant, et puis on va essayer de voir ce que ça donne. Et sur une de ces actions là, donc Ben Cherki qui fait tout, qui déborde, qui élimine, qui centre, et puis qui trouve la tête de son coéquipier qui arrive à à tromper ce cher Ekrami. Et à partir de là, ça devenait pratiquement mission impossible pour les Égyptiens, même si techniquement, en égalisant, ils se donnaient la possibilité de pouvoir rejoindre la séance de tir au but, puisque si on joue des matchs en aller-retour, on ne joue pas de prolongation et on serait parti directement sur les pénaltys. D'autant plus que le but est arrivé à la 69e minute, et que quand même prendre un but comme ça alors qu'on domine, comme tu l'as dit, qu'on domine en tout cas sur le plan du jeu, pas sur le plan des occasions, comme tu l'as bien expliqué, et prendre un but comme cela à la 69e en plein milieu de la seconde mi-temps du match retour à l'extérieur, moralement, c'est quand même très dur. Après, il reste encore du temps, mais moralement, c'est un sacré coup de massue. Comme tu l'as dit, Simon, c'est clair que prendre surtout vu la physionomie du match, où cette équipe du Wydad ne s'est très peu livrée, donc finalement ils ont été très peu dangereux. Alors ils ont certes eu des occasions, parce qu'ils ont réussi à toucher la barre en première mi-temps sur leur première incursion, histoire de montrer qu'ils pouvaient être dangereux. Mais clairement, on sentait. Voilà, ce but a coupé les jambes du Al Ahly. Derrière ça, en plus, le coach était en train de préparer son coaching. Il était en train de faire entrer justement ses jokers, donc Motahed et Soliman. Et ce but ça a tout ruiné, quoi. Derrière ça, les Égyptiens ont même pas réussi à se créer véritablement d'occasion. Et j'ai même pas le souvenir d'une grosse parade de la Roubi pour vous dire à quel point ils ont été inoffensifs. Et à côté de ça, on a eu quelques contre-attaques, du coup forcément, quand vous jetez toutes vos forces dans la bataille, les Marocains ont eu 2-3 occasions de conclure définitivement la partie, sans y parvenir, mais au final c'était sans incident sur le résultat final. Et donc voilà, les Marocains 25 ans après, devant leur public, parviennent à ramener cette Ligue des Champions et à se rapprocher du Raja, parce que voilà, il faut pas se mentir, le Wydad, son objectif principal, c'est de gagner la Ligue des Champions, parce que le Raja en a 3 et eux ils en avaient qu'une. Donc à partir de là, ils sont pas égal avec eux, même s'ils ont le plus grand palmarès sur la scène locale. Ils se font battre sur la scène internationale par leur ennemi héréditaire. Et là, avec cette victoire, ils se rapprochent à plus qu'une victoire. Ils reviennent à une petite coupe du grand rival, du Raja. Écoute, je te propose de parler un petit peu plus en détail de ces deux finalistes. Ma foi, honneur aux vainqueurs. Le Wydad, donc, qui est sacré, comme tu le dis, pour la seconde fois, champion d'Afrique. La première fois, si je ne m'abuse, c'était en 92. Ouais, c'est ça, il y a 25 ans. 92. Et le Wydad qui a fait, ma foi, un très beau parcours en sortant de son groupe qui était composé de, ma foi, du Al Ahly déjà, du Zanaco. Zanaco de Zambie, du Coton Sport du Cameroun,
qui a ensuite su se défaire des Mamelodi Sundowns, qui, si je ne m'abuse, étaient les champions en titre. Exactement. Et en demi-finale, qui a sorti, et c'est toujours savoureux pour un club maghrébin de sortir un autre club maghrébin, qui a sorti l'USM Alger en l'emportant 3-1 à la maison. Match retour. Est-ce que c'est mérité, cette victoire finale du Wydad? Oui, complètement. On peut pas dire sincèrement au vu de leur parcours que c'est pas mérité. Comme tu as rappelé les équipes qu'ils ont sorties, donc ils ont voilà, l'USMA faisait partie aussi des prétendants pour le titre. Donc le Al Ahly, le Mamelodi Sundowns. Donc c'est symptomatique quand même d'une équipe qui a maîtrisé son sujet. Après, pour ce qui est du contenu des matchs, c'est un peu plus délicat par contre, parce que c'est vrai que le Wydad a quand même très peu montré en termes de jeu. Si on revient déjà sur leur dernier match de poule, donc la poule était quand même très serrée entre le Al Ahly, le Zanaco et le Wydad, et la finale est entre le Wydad et le Zanaco du côté de Casablanca, déjà dans ce stade de Mohamed V, avec déjà une ambiance phénoménale. Et je me souviens très bien de ce match parce que les Ambiens les avaient vraiment bousculés. Et c'est sur une contre-attaque un petit peu contre le cours du jeu que les Wydadiens avaient réussi à marquer, à ouvrir le score et finalement à se qualifier, parce que une défaite, même un match nul n'était pas garanti d'une qualification. Donc au final ils s'en sont bien sortis, et en grande partie parce que il faut dire que dans ce stade du Mohamed V, il y a une ambiance tout simplement phénoménale, quoi. Ça chante, ça crie, ça siffle quand l'adversaire a la balle. Il y a les fumigènes, il y a du monde debout. C'est pas un virage qui chante, quoi. C'est vraiment tout le stade qui chante. C'est pour ça vraiment il faut inviter les auditeurs à aller regarder des vidéos s'ils ont l'occasion, parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, quoi. C'est une ambiance qui, à mon avis, au vu du scénario des différents matchs de cette compétition du Wydad, a pesé clairement sur leur adversaire et a permis à cette équipe, parfois dans des moments où c'était un peu délicat, de faire la différence. Parce que, donc, sortie de poule, un petit peu compliqué, ils arrivent, ils retrouvent le Mamelodi Sundowns, et là, ça s'est joué au penalty, donc, encore une fois, voilà, c'est le symbole que c'est des matchs qui sont toujours très serrés, mais le Wydad, au final, sort toujours vainqueur. Donc, c'est que, il mérite ça. Donc, il faut en plus rajouter que cette équipe du Wydad a perdu en cours de route ses deux attaquants, notamment l'attaquant libérien qui avait fait beaucoup de mal, Djebor. C'est un peu la problématique de cette formule de la Ligue des Champions africaine, qui est de janvier à décembre, et donc qui est à cheval sur 2 saisons, puisque les Marocains jouent leur championnat calqué sur nos calendriers européens et sud-américains. Donc voilà, ce qui fait qu'ils ont eu un renouvellement d'effectifs, et ils ont notamment, eux, pour le coup, perdu ces 2 joueurs offensifs, et notamment Djebor. Et on pouvait s'attendre à ce que ce soit pénalisant, surtout que les recrues derrière n'ont pas confirmé. Et finalement, ils ont réussi à s'appuyer sur ceux qui étaient déjà là, à savoir Ben Sharki, donc dont on vous avez entendu parler pendant des résumés des matchs, Ounajem aussi, et notamment El Haddad, ou encore Kadrouf qui a été le joueur qui a dû remplacer Ounajem. C'est lui qui est rentré lors du match aller. Il a su tenir son rôle, sachant qu'on lui demandait principalement de défendre, donc il a été très bien concentré. Et sur le match retour, on pouvait, moi j'avais quelques doutes, je me demandais si c'était lui qui allait quand même être maintenu, et finalement le coach lui a fait confiance, et ben il lui a rendu cette confiance là, parce qu'il a fait un super match. Il a été énorme. Il a pas été aussi dangereux que Ben Sharki, mais il a quand même fait son match, et il a quand même largement contribué à semer un peu le doute dans cette équipe du Al Ahly, parce que voilà, si le match avait été plus simple, si les Marocains n'avaient fait que défendre, les Égyptiens auraient pu se jeter corps et âme dans la bataille pour ne se concentrer que à marquer. Mais là, quand même, ils étaient obligés d'être un peu méfiants, et notamment de ces 2 excentrés donc Ben Sharki et Kadrouf, qui dès qu'ils en avaient la possibilité, mettaient quand même un peu de danger dans la défense. Donc voilà, si je résume, j'allais te poser la question. De toute façon, pour toi, les hommes forts de cette campagne du Wydad en 2017 sont donc, voilà, tu les as nommés un petit peu, l'attaquant de 23 ans seulement, Ben Sharki. Il y a cet autre attaquant, Ounajem aussi, dont tu nous as parlé, ce fameux Kadrouf donc, et Djebor qui est parti. Tu en as d'autres comme ça, des hommes forts pour ce titre?
Comme je vais pas te mentir parce que j'ai pu suivre uniquement j'ai pas vu tous les matchs du Wydad. Hein. J'ai eu la chance de pouvoir suivre les deux finales parce qu'il faut quand même le dire. Bon, même si ça concerne pas nos auditeurs, mais c'est quand même aberrant que Canal+, hein, donc qui est le diffuseur de tout ce qui est football dans toute l'Afrique francophone, nous prive des matchs de cette Ligue des Champions. On a eu seulement droit à une poule, donc la poule, bon, quelques matchs avec notamment les matchs de la poule du Al Ahly et du Wydad, mais c'était surtout pour nous montrer le Zanaco et Coton Sport, puisque c'est et particulièrement le Coton Sport, puisque c'est les francophones qui ont l'habitude de nous diffuser. Donc moi, pour te dire la vérité, j'ai seulement vu les deux finales du Al Ahly. Sinon, c'est une équipe que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir jouer avant, puisque voilà, on nous prive de ces matchs-là. On a eu droit à aucune des 4 demi-finales, puisqu'il y avait que des clubs maghrébins. Les demi-finales n'étaient pas accessibles pour nous en Afrique francophone et je t'avoue que voilà, ça me permet de passer un petit coup de gueule parce que si tu donnes pas de la visibilité à ta Ligue des Champions sur ton propre continent, c'est quand même assez dramatique. Donc je reviens maintenant sur les joueurs du Wydad maintenant que le coup de gueule est passé. Il y a surtout étant donné les matchs moi, que j'ai vus où la physionomie était surtout défensive, bien sûr on peut ressortir des joueurs qui sont sortis de ce bloc-là. Il y a Ouattara, Mohamed Ouattara, le Burkinabé en défense qui a fait ses matchs. Le gardien Laroubi a fait ses matchs. Youssef Rabah a fait ses matchs. Amin Atouchi, voilà, qui est un cadre de cette défense-là, même s'il est encore très jeune à 25 ans, a aussi fait ses matchs. Au milieu de terrain aussi, finalement tout le monde a fait ses matchs. Hein. Le capitaine aussi, Brahim Nekash a fait ses matchs. Enfin, mais c'était difficile de les ressortir, sachant que leur principal fait d'armes a été de bien défendre. C'est pour ça que moi j'ai tout de suite les joueurs qui me viennent en tête, c'est les joueurs offensifs et les excentrés, notamment Ben Sharki et Ounajem, parce que c'est clair que le danger venait à chaque fois d'eux. Et puis je suis pas le seul à le penser, puisque d'ailleurs Hervé Renard a convoqué Ben Sharki pour le prochain match, hein, le match de ce week-end contre la Côte d'Ivoire. Rappelons, puisque nous l'avions évoqué lors des podcasts précédents, et notamment celui que nous avons fait tous les deux à propos des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2018, que le match donc qui se jouera demain jeudi 9, voilà, c'est ça, jeudi 9 novembre, puisque nous enregistrons ce mercredi 8, contre la Côte d'Ivoire, Maroc-Côte d'Ivoire sera crucial pour la qualification des Lions de l'Atlas au mondial russe de cet été, des Marocains que nous n'avons plus vus pour le grand Raoult mondial depuis 98, et nous l'avions évoqué tous les deux, la génération des Naïbet, Chipo, Hadji, Bassir et compagnie. Exactement. Pour dire quand même, pour juste rajouter par-dessus tes propos, les Marocains qui sont en position de force, hein, puisque un match nul ils sont devant au classement, donc un match nul leur permettra de se qualifier, et les Ivoiriens, même si ça se joue en Côte d'Ivoire, seront dans l'obligation de marquer. Au vu de ce qu'a produit le Wydad et justement cette capacité de, malgré la pression, tenir ce résultat, tenir un résultat et tenir sa cage inviolée, j'ai envie de te dire que je suis assez confiant pour les Marocains. Ils devraient pouvoir surfer sur cette dynamique positive qui a été lancée par le Wydad pour pouvoir faire la différence du côté d'Abidjan. D'accord. Et moi, j'ai une dernière question du coup à propos du Wydad, ma foi, pour terminer. C'est mérité, tu l'as dit. Est-ce que par contre, c'était attendu ce parcours-là? Alors, les supporters du Wydad te diront que oui, puisque depuis la phase de poule, moi j'en entends certains qui me disent qu'on va gagner. Donc c'est que eux-mêmes clairement y croyaient. Ils ont fait une finale il y a 2 ans, donc clairement leur dynamique à eux était bonne. Moi personnellement, je les aurais pas mis favoris. Peut-être que si on demande à Farouk, lui les connaissant mieux, les aurait peut-être mis dès le début de la compétition parmi les potentiels vainqueurs. Farouk, qui je le rappelle, est notre second spécialiste de la zone Afrique à Lucarne Opposée. Ouais, et lui est davantage connaisseur que moi sur notamment l'Afrique du Nord, le Maghreb, en particulier le Maroc justement, qui connaît très très bien, l'Égypte, la Tunisie. Et je t'avoue que moi c'est davantage l'Afrique subsaharienne mon fonds de commerce. Et malheureusement, pour cette édition de la Ligue des Champions, ils ont fait chou blanc puisque dès les demi-finales déjà c'était du 100% nord-africain. Donc pour revenir sur ta question,
est-ce qu'on pouvait les voir gagner depuis le début au lancement de la compétition? J'ai quand même envie de te dire que oui. Je pense que même s'ils n'étaient pas les favoris numéro un, ils étaient quand même dans les très gros outsiders et dans les potentiels prétendants à cette victoire finale. D'accord, d'accord, très bien. Eh bien, écoutez, chers supporters du Wydad qui nous écoutez, peut-être qu'il y en a. Eh bien, ma foi, toutes mes félicitations et toutes mes félicitations aux joueurs. Imaginons qu'il y a des joueurs qui nous écoutent, tiens, pourquoi pas, des joueurs ou du staff du Wydad. Félicitations en tout cas aux Diables Rouges de Casablanca, aux Diables Rouges du Wydad, qui, comme vous l'avez compris, s'est donc imposé face à d'autres Diables Rouges, puisque c'est aussi leur surnom, les Diables Rouges du Caire de Al Ahly, qui, voilà, on parlait de favoris, voilà, on se demandait si Wydad était favori ou pas au début de cette compétition. Al Ahly, eux, sont favoris à vie quasiment de la Ligue des Champions, puisque Al Ahly, on va le rappeler, c'est 8 titres de champion d'Afrique. C'est tout simplement le 4e club le plus titré du monde, voilà, en se classant avec le Barça, le Real. Voilà, donc c'est tout simplement un des plus grands clubs du monde. Et qu'on vienne pas me dire, s'il vous plaît, le premier qui me dit que ça vaut pas des titres européens, il mange une taloche parce que voilà, c'est comme ça, c'est le football et en effet, il y a énormément de talents au Real et au Barça, je ne conteste pas ça, mais allez gagner cette Ligue des Champions d'Afrique, tiens, on va rigoler. Allez jouer comme tu l'as dit au stade Mohamed 5, 6 Mohamed 5, oui. 5, au stade Mohamed 5 à Casablanca, vous m'en direz des nouvelles. Abordons un petit peu ces autres Diables Rouges, donc ces Diables Rouges égyptiens de Al Ahly, du Caire. Alors eux, comme on dit, c'est voilà, c'est des éternels favoris, donc je ne te demanderai pas si c'était attendu. Mais quel a été un petit peu leur parcours? Je vais rappeler rapidement leur parcours. Ils étaient dans le même groupe hein, que le WAC, que le Wydad Casablanca, donc pour le redire, hein, avec le Zanaco et le Coton Sport. En quart de finale, Al Ahly est tombé. Voilà, en fait, Al Ahly a croqué tout ce qui était tunisien et qui passait devant lui, puisqu'en quart de finale, Al Ahly a éliminé l'Espérance de Tunis avant de venir se faire faire un sort à l'Étoile sportive du Sahel en demi-finale, notamment avec un match au retour apocalyptique pour l'Étoile sportive du Sahel, puisque le Al Ahly s'est imposé à la maison 6-2. Quel a été ce parcours du Wydad? Est-ce que c'est un parcours satisfaisant en enlevant la défaite finale? Est-ce que c'est un parcours satisfaisant pour un favori de ce calibre-là, ou est-ce que ils ont pas totalement été à la hauteur? Alors moi j'ai envie de te dire que juste comme tu as nommé surtout le parcours à partir des quarts de finale et des demi-finales, je pense que c'était plus relevé du côté des Égyptiens que du côté des Marocains, notamment à l'évocation de l'Espérance de Tunis et de l'Étoile sportive Dieu, pour le coup aussi de prétendant à la victoire finale. L'Étoile sportive du Sahel, notamment cette défaite qui a laissé beaucoup de traces hein, dans le cœur de notre collègue Farouk, le porteur de l'équipe de foot. Malheureusement, la décolletée de Alexandrie a laissé beaucoup de traces et beaucoup de déceptions chez les supporters, puisqu'ils espéraient beaucoup 10 ans après essayer de se remettre eux aussi sur le toit de l'Afrique, mais ça a pas été effectif. Donc pour revenir sur le des Égyptiens, quand même c'est un parcours remarquable. Je pense qu'ils ont maîtrisé en plus l'ensemble de leur match. Ils sont quand même sortis relativement proprement de leur de finale contre les Tunisiens de l'Espérance. Même chose, comme tu l'as dit, hein, surtout sur ce match retour contre l'Étoile sportive du Sahel, où ils ont carrément humilié les Tunisiens en première mi-temps. Et puis sur cette finale aussi, où comme on l'a dit, hein, ils déméritent pas tellement en termes de jeu, puisque cette équipe de l'Al Ahly est quand même sincèrement nous a quand même régalé, parce qu'ils ont un jeu, on essaye de jouer, on essaye de partager le ballon, on essaye de combiner les petits espaces et puis on écarte tout d'un coup le jeu, on alterne on alterne le jeu court et le jeu long. Enfin c'est vraiment très très intéressant, beaucoup de redoublements de passes, c'est une équipe très spectaculaire. Qui malgré tout n'a pas réussi à trouver la clé contre les Marocains, mais avant ça ils ont été quand même très intéressants, ils ont marqué de nombreux buts et ils ont posé beaucoup de difficultés à leur adversaire tout au long de la compétition.
Pour revenir sur la grandeur de ce club-là, tu as dit 4, ils ont été très longtemps dans le top 1 puisqu'ils ils se battaient un peu entre le Al-Ahly, le Milan AC pour savoir quelle était l'équipe qui a le plus de titres ces 10 dernières années et ça leur a permis de passer devant très rapidement. Mais avant ça, quand même, le Al-Ahly pendant très très longtemps était numéro 1 des meilleures équipes du monde avec si on doit retenir un joueur, moi je mettrais le Tunisien Ali Maloul, j'en ai parlé un petit peu au début, mais c'est un arrière droit ultra offensif. Il avait mis 15 buts lors de sa dernière saison en Tunisie. Pour un arrière droit colossal, c'est plus que beaucoup de buteurs rêveraient de mettre au cours de cette même saison, au cours d'une même saison. Donc le niveau offensif de ce joueur-là. Donc après, au-delà de Maloul, il y a aussi Mohamed Zakaria qui a fait notamment sur ces finales, parce que comme je le répète encore, j'ai pas pu voir de tous les matchs du Al-Ahly sur cette compétition. En tout cas, sur cette finale, Mohamed Zakaria a été énorme. C'est pas un tout jeune, c'est un joueur de 29 ans déjà, il approche la trentaine. Mais comme vous savez, les Égyptiens sont pas forcément des joueurs qui s'exportent à l'étranger et souvent ils font de très belles carrières chez eux, notamment grâce à la présence de ces clubs chargés d'histoire que sont le Al-Ahly ou le Zamalek ou d'autres qui permettent d'évoluer dans de très bonnes conditions et de pouvoir faire de très belles carrières. Donc ce petit joueur, Mohamed Zakaria, qu'on va revoir forcément en équipe d'Égypte, puisqu'il est international. Sincèrement, super joueur, un très beau pied gauche, voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'envie de faire des différences et en tout cas c'est lui moi que j'ai retenu sur ces deux finales, c'est celui qui m'a le plus impressionné côté égyptien. J'ai envie quand même de rajouter une déception, Junior Ajayi. C'est un Nigérian que je suis d'un petit moment puisqu'il avait joué en Tunisie déjà au CS Sfax, il avait été très très bon avant d'arriver au Al-Ahly. Un joueur très prometteur avec un physique qui dégage une puissance vraiment incroyable quoi. Quand vous le mettez sur le terrain, surtout là où c'était un match avec donc beaucoup de Nord-Africains, c'est pas forcément les mêmes qu'à Paris, c'était impressionnant quoi. On sentait en lui une puissance vraiment vraiment incroyable et malgré ça il a été discret. Est-ce qu'il a fait un tir sur les deux matchs? Probablement un tir, mais sans être dangereux, puisque je revois maintenant une frappe complètement écrasée que récupère le gardien Laroubi sans aucun problème. Et à part ça, je vois pas d'autres actions. Il a voulu être partout. Il a même été sorti pour dire lors du match aller, c'est lui qui était sorti pour laisser sa place à Motahed. Et voilà, c'est symptomatique d'un joueur sur lequel les Égyptiens misaient beaucoup. On attendait de lui ce qu'il fasse les différences. Et voilà, il a probablement été le maillon faible de cette équipe égyptienne, notamment dans cette finale. Et un Ajayi en forme aurait probablement pu permettre au Al-Ahly de marquer et peut-être d'inverser le scénario de cette finale et pourquoi pas leur offrir un 9e titre. En tout cas, on va pas refaire l'histoire, mais voilà, il fait partie de ces déceptions et probablement des joueurs qui ont plombé un peu le résultat de cette équipe du Al-Ahly. Il faut aussi noter qu'ils ont été privés de Mohamed Gaber, qui est aussi un très bon joueur, un jeune joueur de 22 ans qui toque à la porte de la sélection, qui a pas pu prendre part, qui était blessé. Saleh Goma aussi. Saleh Goma qui est encore même au-dessus de Gaber, qui est encore plus expérimenté malgré son jeune âge, malgré ses 24 ans, qui est déjà lui un international confirmé. Voilà, peut-être ces absences-là et puis aussi donc l'absence d'Ali Maloul au retour ont plombé un peu cette équipe égyptienne, mais sinon voilà, ils ont quand même fait ce qu'il fallait. Voilà, à part Ajayi, moi qui m'a un petit peu déçu, on peut quand même difficilement leur reprocher quoi que ce soit. Ils ont bien essayé de râler un peu sur l'arbitrage et de faire comprendre qu'il y avait 2-3 actions qui se sont pas déroulées de la façon qu'ils voulaient, mais sincèrement, en toute objectivité, c'est difficile de reprocher quoi que ce soit à l'arbitre, que ce soit sur le match aller ou sur le match retour, c'était très propre, c'était très correct. Et au final, voilà, les Marocains ont été un peu plus forts, un petit peu plus costauds, un peu plus, voilà, ils ont été prêts à encaisser ces vagues et ces déferlantes égyptiennes à longueur de match pendant les 180 minutes et
voilà, ça a payé et c'est probablement ce. Voilà, y a pas, on peut pas parler de déception véritablement égyptienne. Ils ont fait leur match, mais voilà, c'est parfois ça sourit pas, parfois c'est la défense qui prend le pas sur l'attaque. Ça a été le cas ici pour les 2 matchs retour, pour les matchs aller et retour. Voilà, Junior Ajayi et c'est tout. D'accord, Zach. Bah écoute, tu nous as parlé de déception et de coup de cœur. Je te propose maintenant, un peu pour terminer ce podcast sur cette édition 2017 de la Ligue des Champions africaine, ma foi, de commencer à nous donner un petit peu, si tu en as, selon toi, à qui tu donnerais des palmes du mérite pour parler un petit peu des équipes qui ne sont pas finalistes. Voilà, qui dans les équipes qui ont fait cette Ligue des Champions 2017 mérite d'être mentionné. Voilà, mérite une mention honorable selon toi. Alors moi j'ai envie de mettre en avant cette équipe zambienne du Zanaco, hein, qui était donc dans la poule des 2 finalistes. Donc le Al Ahly et le Wydad, et qui malgré ça étaient en mesure de se qualifier. Ils se sont fait éliminer avec 10 points. Donc vous imaginez un peu, 10 points, c'est pratiquement l'assurance de pouvoir sortir de ces poules de 4, et malgré ça, donc ça n'est pas passé pour eux. Ça s'est joué à très peu dans le dernier match. Je vais redonner rapidement le classement, en effet, pour que les gens se rendent bien compte d'à quel point c'était serré. Donc le Wydad est sorti premier de ce groupe avec 12 points, une différence de plus 4. Le Al Ahly est sorti second avec 11 points, une différence de plus 4. Et le Zanaco est sorti troisième, donc a été sorti avec 11 points, à égalité avec le Al Ahly, et seulement plus 2. C'est-à-dire qu'ils sont même pas négatifs. Et le Coton Sport, j'en parle même pas, c'est 6 matchs, mais on avait déjà parlé, c'est 6 matchs, 6 défaites, moins 10. Voilà. Mais voilà, pour dire qu'en effet, Zanaco est passé à ça de sortir d'un groupe qui comprend au final les 2 finalistes de cette Ligue des Champions 2017. Ouais, exactement. Et en plus, pour ajouter encore à cette performance, ils étaient chapeau 4. Donc c'était censé être le petit poussé de la poule. C'était l'équipe sur laquelle tout le monde devait se faire les os et soigner son goal average. Et au final, jusqu'à la dernière journée, hein, donc c'est pas compliqué. La dernière journée, le Wydad était troisième et le Zanaco était qualifié, il était même premier. Donc ça se joue, voilà, ça se joue à des détails. Ça se joue probablement à cette ambiance du stade Mohamed V qui est électrisante, qui est exceptionnelle et qui peut faire en sorte que les joueurs se subliment et que d'autres se tétanisent un petit peu. C'est probablement ce qui s'est passé pour ces Zambiens qui, avec un tout petit peu plus d'expérience, j'espère, seront en mesure d'être plus performants l'année prochaine. Encore que, si vous vous souvenez que sur le premier podcast, on disait que c'était parfois justement le problème de ces équipes, c'est que c'est difficile de se qualifier d'une année sur l'autre quand le championnat est assez compétitif et surtout que les rivalités que d'autres équipes sont en mesure de pouvoir terminer championne, et eux ils ont affaire à un gros os puisqu'ils ont l'équipe de Zesco qui était demi-finaliste l'année passée, qui est un très très gros morceau et qui fait que pour le Zanaco et le Zesco c'est 1 sur 2 qui y participent, quoi. Donc voilà, c'est pas encore j'espère pour eux que les années à venir, ils seront en mesure de valoriser cette épopée qui a été très très belle et pour leur permettre d'espérer aller un petit peu plus loin. Mais voilà, ça dépend encore des résultats sur la scène domestique et malheureusement, quand on n'est pas qualifié l'année d'après, on peut pas montrer les progrès qu'on a acquis l'année précédente. Il y a aussi un joueur qui a fait une très bonne compétition, puis c'est l'occasion aussi de parler de son équipe. C'est Saladin Saïd. Donc le joueur éthiopien qui a terminé meilleur buteur de cette compétition avec 7 buts, alors que son équipe n'est même pas sortie de la phase de poule. Son équipe est un Saint-Georges, hein, on en avait parlé, je me souviens, lors d'un podcast, parce que je me souviens que leur ambiance avait été exceptionnelle dans un style un peu à l'anglaise et ça m'avait beaucoup marqué. Finalement, bon, ça se joue à très peu, à des détails. C'est dans un groupe un peu compliqué, notamment avec l'AS Vita, et sur un match, voilà, qu'ils n'ont pas su gagner chez eux contre les Mamelodi Sundowns, alors qu'ils avaient toutes les cartes en main, ils étaient en position de force, ils avaient fait une très bonne phase aller. Et sur le premier match de la phase retour où ils doivent gagner contre les Sud-Africains, ils se trompent, ils convertissent pas leurs actions, ils prennent un contre. Et finalement, ça a complètement bouleversé leur campagne. Ils ont plus rien gagné après ça. Et voilà, c'est aussi l'occasion, en parlant de lui, de mettre un peu la lumière sur cette équipe éthiopienne qui a pas démérité dans cette Ligue des Champions et qui a fait un parcours honorable alors qu'on ne les attendait pas forcément. Et voilà, et puis c'est aussi l'occasion de parler de leurs supporters parce que c'est vrai qu'il y avait une excellente ambiance du côté de Addis Abeba chaque fois que Saint-Georges jouait.
D'accord. Et du coup, très bien du coup pour tes coups de cœur. Et ma foi, on va faire l'inverse. Pour terminer, est-ce que tu peux nous citer un petit peu de bonnets d'âne, de déception de cette Ligue des Champions 2017 africaine? Alors le premier bonnet d'âne, on va être obligé de donner à cette équipe de Coton Sport, hein, parce que finalement, en ayant perdu tous leurs matchs, en ayant en étant passé complètement à côté de leur compétition, ils ont ils ont permis d'un côté ils ont permis aux autres équipes de mettre beaucoup de points, hein, on l'a dit, à la Lise, à Naco et le Wydad, mais voilà, c'est quand même un club de standing, Coton Sport de Garoua, qui a formé un paquet de joueurs, hein. Le dernier en date, on peut citer Vincent Aboubacar qui est passé là-bas. C'est une équipe référence au niveau du Cameroun. Et ce fiasco camerounais quand même est assez inquiétant, surtout que la même année ils remportent la CAN, donc c'est un peu paradoxal. On a du mal à comprendre qu'est-ce qui a pu se passer à Garoua pour que les Camerounais passent autant à côté de leur compétition, parce que ok, la poule est relevée, ok, les deux finalistes étaient dans cette poule-là, mais ne pas réussir à ne serait-ce que pouvoir faire un match nul ou une victoire à domicile, c'est quand même c'est quand même aberrant, surtout que pour les équipes nord-africaines, aller jouer dans l'humidité du Cameroun et notamment de Garoua, parce que Garoua c'est à l'extrémité nord du Cameroun, hein, c'est proche de la frontière du Tchad et du Nigeria, pour vous situer un peu, c'est pratiquement aux portes du désert, et venir jouer dans ces conditions-là, c'est jamais facile. Et malgré ça, malgré ces avantages naturels, ils ont pas réussi à sauver l'honneur en décevant. Espérons que ce soit que un coup en passant, mais j'ai quand même je suis assez inquiet. L'évolution de ce football camerounais après la CAN est un peu inquiétante. Disons qu'au lieu de surfer sur une énergie positive, on a l'impression que tout s'est cassé et que à 2 ans, même pas, parce qu'on est déjà pratiquement à la fin 2017, à 1 an d'accueillir la CAN, puisque c'est le Cameroun qui accueillera la CAN 2019. On est en train de se demander dans quelle direction le football va là-bas. Et on peut pas aussi conclure sans donner le deuxième bonnet d'âne à la Confédération africaine de football, tout simplement, puisque ils ont quand même réussi à nous exclure 2 équipes soudanaises en cours de route et à les réintroduire et puis finalement ça leur met un coup en disant que non, on vous réintroduit, et finalement on les requalifie, pardon. Oui, j'ai peut-être pas été très clair. En fait, ils ont été suspendus à cause d'un problème d'ingérence de fédération par la CAF. 2 semaines plus tard, la FIFA annule la sanction de la CAF et réintègre les équipes soudanaises, sauf que entre-temps... Tu en avais parlé dans un premier ou un second podcast sur la Ligue des Champions africaine. Il me semble si pour rappeler leur nom, il s'agit du Al Hilal soudanais, donc de Omdurman, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Et le Al Marik, désolé pour la prononciation, de la même ville, en plus de rivaux. Ouais. Donc oui, le Al Hilal et El Merreikh sont deux valeurs du football continental, sont 2 grandes équipes, hein, qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, qui ont déjà fait de gros parcours, et puis qui ont des moyens de pouvoir exister et finalement la sanction de la CAF désavouée par la FIFA montre qu'il y avait probablement quelque chose de pas net dans cette affaire-là, et que cette suspension a été prise un petit peu à l'emporte-pièce. Et au final, c'est vraiment dommage de condamner des clubs, de condamner des équipes qui se sont battues pendant 5 journées sur 6 pour pouvoir tout faire pour se qualifier, qui sont encore en position de pouvoir se qualifier, et puis que finalement, on jette comme ça à une journée de la fin pour des histoires qui sont pas forcément viables, fiables. Et c'est vraiment dommage. Ça anéantit le travail de tout un groupe, de toute une équipe, de tout un staff, de tout un club. Il faut savoir que ça mobilise des supporters, des dirigeants, des sponsors, des moyens. Enfin voilà, c'est une décision de la CAF qui montre un peu son amateurisme, comme s'ils avaient voulu sanctionner le Soudan. Et je pense que c'était pas approprié, c'était pas professionnel pour une compétition de ce standing-là, et je pense qu'il était normal de finir en mettant quand même un petit bémol sur cette Confédération africaine de football et sur cet agissement qui ne doit pas avoir sa place. Eh ben ma foi, mais comme tu l'as dit, de l'ingérence, de la gérance, au final, est-ce que ce n'est pas le plus grand mal du foot africain? C'est fort probable que ce soit surtout ça, parce que quand on parle talent et passion, comme on en a parlé, là on a parlé des stades, on a parlé du stade à Al-Ahly, du stade d'Alexandrie, qui n'est même pas le stade d'Al-Ahly, puisque c'était délocalisé, mais
qui a quand même proposé un spectacle pas possible dans les gradins, et bien sûr, encore une fois, ce stade Mohamed V. Et puis, donc, stade Mohamed V du Wydad qui a été majestueux. Et puis, voilà, tu l'as dit, hein, ces deux clubs soudanais qui proposent des ambiances de foot. Tu avais parlé de Saint-Georges, tu en avais parlé la première fois de Saint-Georges. Et puis voilà, je recommande à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs de regarder des vidéos de ce qui se passe niveau passion en Afrique. C'est tout simplement sensationnel. Et voilà, je pense que c'est la bonne note sur laquelle on va terminer. C'est de rappeler qu'il y a de l'ingérence, que ça peut se régler parce que la passion en Afrique, la passion du football, elle est là. Et ben, on va terminer là-dessus, Pierre-Marie. Merci beaucoup de ta participation, encore une fois, de ton expertise du football africain. Merci beaucoup. Donc, écoute, merci beaucoup Simon. C'est toujours un plaisir de partager ça. Moi, j'ai quand même une petite déception parce que c'est vrai que moi, mon football africain, c'est davantage le football subsaharien, même si j'adore l'Égypte, même si j'adore le Al-Ahly, même si j'adore ces ambiances de l'Afrique du Nord. Je t'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour la partie subsaharienne et notamment cette passion démesurée qu'ont les gens pour jouer, hein, pas forcément pour supporter, mais pour jouer, qui est vraiment incomparable. Et c'est clair que cette année, on était un petit peu absent de cette Ligue des Champions, notamment dans la phase finale, à partir des quarts de finale. Ce qui n'est pas le cas de la Coupe de la Confédération. Comme ça me permet aussi d'annoncer déjà, puisque la Coupe de la Confédération est l'équivalent de l'Europa League, en est après la trêve internationale. Et pour le coup, ça opposera deux équipes subsahariennes, puisqu'il s'agit du TP Mazembe, donc de République démocratique du Congo, qui va affronter l'équipe sud-africaine de Supersport. Voilà Simon, merci beaucoup. Très bien, super, je te propose de nous retrouver dans ce cas-là après la trêve et après le 25 novembre puisque c'est la date de ce match retour de finale de Coupe des Confédérations entre Supersport sud-africain et le TP Mazembe congolais pour faire un petit débrief. Et voilà. Eh bien, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec nous sur le football africain. Je vous invite bien sûr, si vous avez aimé, à le partager, à suivre nos comptes, le compte de Lucarne Opposée, bien entendu, à aller lire nos articles sur le site de Lucarne Opposée, à suivre nos comptes Twitter, celui de Pierre-Marie Gosselin, ou bien le mien, Simon Balachette. Vous êtes les bienvenus pour me causer, j'aime causer. Et de vous dire bonne soirée ou bonne journée, puisque cela dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez, et à une prochaine fois. Salut à tous.